C'est le visage d'un homme accusé du meurtre de sa femme. Gennady Popov, un homme d'affaires russe soupçonné d'avoir tué son épouse dans l'incendie de sa voiture. Le feu dans ce véhicule a été mis volontairement par quelqu'un. Ce quelqu'un, les gendarmes en sont certains, c'est Gennady Popov. Pour eux, tout l'incrimine, sa présence sur les lieux et ses explications sur le jour du crime. Les enquêteurs vont dire qu'il a menti. Et s'il a menti, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Tout ce qu'ils ont fait, c'est chercher des preuves de ma culpabilité. Gennady Popov a-t-il liquidé sa femme? Pour ce crime, il est condamné et finalement acquitté. Aujourd'hui, Gennady Popov est libre. Avec sa fille, ils veulent faire rouvrir l'enquête car il aurait en main des indices qui pourraient bien compromettre l'un de ses proches. Une lueur dans la nuit au sommet des collines du Rov. Ce soir du 4 octobre 2004, un habitant du village aperçoit des flammes au loin. Pour lui, il ne peut s'agir que d'un incendie de broussailles. Rien d'inhabituel en apparence dans ce coin proche de Marseille où la végétation est desséchée. On est dans une zone en plus, dans ce secteur du sud-est qui est propice aux incendies. Et donc immédiatement, il va prévenir les pompiers, donc le CODIS, le centre opérationnel départemental des incendies et des secours. Les pompiers donc dépêchent plusieurs camions sur les lieux. Ceux-ci mettent un certain temps à visualiser cet incendie, ils font des allers-retours jusqu'à ce que les pompiers soient interpellés, arrêtés par un individu qui déambule sur la route, semblant très affolé, paniqué, en sueur, ne parlant pas français et leur indiquant wife fire. Dans un anglais approximatif, l'homme désigne aux pompiers un sentier de terre, quasiment impraticable en voiture. Les pompiers prennent ce chemin et découvrent quelques centaines de mètres un peu plus haut dans le chemin, dans un petit vallon, une colline, un véhicule en flammes sur ce chemin. Procèdent à l'extinction du véhicule et s'aperçoivent que dans ce véhicule se trouve un corps totalement carbonisé. Les gendarmes sont sur place, aux côtés des pompiers. L'homme, à l'accent russe, qui avait arrêté les secours quelques minutes plus tôt, est là lui aussi. Il dit se nommer Gennady Popov. Et dans la voiture, il pense savoir qui est la victime. On comprend qu'il explique que cette voiture est la sienne et que le corps carbonisé qui se trouve dans ce véhicule est celui de sa femme. La plaque d'immatriculation de la carcasse est identifiée. La voiture qui a pris feu est bien enregistrée au nom de Natalia Popova. Et pour les techniciens en identification criminelle, le cadavre ne peut être que le sien, car il porte encore un objet lui appartenant. La conductrice avec un petit bijou, une petite croix. Et cette petite croix avait été épargnée par le sinistre. Mais pourquoi Natalia est-elle venue jusqu'ici, au bout de ce chemin escarpé et difficile d'accès? Et pourquoi Gennady Popov était-il là, lui aussi, lorsque la voiture de son épouse s'embrasait? L'homme est immédiatement emmené à la gendarmerie pour y être interrogé. Que faisait Gennady Popov, seul, dans la garrigue, près de la voiture où sa femme était en train de brûler? Pourquoi n'était-il pas avec elle dans la voiture? Dans les locaux de la section de recherche de Marseille, Gennady Popov raconte cette soirée du 4 octobre. Il dit avoir été déposé par son épouse, vers 20 h, sur le parking de ce restaurant où ils devaient dîner ensemble. Mais lorsqu'ils arrivent, la pizzeria est pleine et en attendant leur tour, le couple se sépare. Gennady Popov explique que sa femme l'a laissé devant la pizzeria pour que lui aille réserver une table et qu'elle ensuite avait pris la voiture toute seule et était allée chercher de l'essence.
J'ai attendu 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure. Au départ, je ne m'inquiétais pas, mais au bout d'une heure, j'ai fini par m'inquiéter sérieusement. Gennady Popov raconte avoir fait des allers-retours entre le parking de la pizzeria et le rond-point, juste en face, d'où l'on aperçoit la route. Il espérait voir revenir la voiture de Natalia. Mais 2 heures plus tard, Gennady Popov voit passer des camions de pompiers. Tout de suite, il imagine que son épouse a peut-être eu un accident. Il décide alors de marcher en suivant la route empruntée par Natalia. Il faisait nuit et j'avais l'impression que je marchais depuis une éternité. Et quand je suis passé près de la montagne, sur ma droite, c'est là que j'ai vu la lumière d'un feu. Gennady Popov aurait arpenté le chemin de terre dans la nuit noire. Il raconte avoir grimpé une centaine de mètres en direction des flammes. Je me suis approché et j'ai vu une voiture, celle qui était en feu. Alors, je suis descendu en courant car la voiture était complètement en flammes. Et j'ai couru vers le bas. J'ai couru vers le bas pour appeler à l'aide, tout simplement. Mais Gennady Popov ne se contente pas du récit de cette soirée. Il raconte aussi aux gendarmes qu'il connaît la cause de l'incendie. Pour lui, c'est un accident lié à une défaillance mécanique. Il y avait un défaut. Quand le niveau d'essence dans le réservoir était sous la moitié, il y avait une odeur d'essence dans la voiture. J'avais essayé de changer de réservoir, mais ce changement coûtait plus cher que la voiture elle-même. Mais les conclusions des experts en incendie contredisent sa version. Ils ont analysé le véhicule de Natalia Popova et pour eux, l'incendie ne peut pas être accidentel. On n'a retrouvé aucune trace de court-circuit. Donc on a déterminé qu'il n'y avait pas pu avoir une cause, disons, un incident électrique qui aurait pu provoquer cet incendie. L'incendie est donc volontaire. Natalia s'est-elle suicidée ou l'a-t-on éliminée? Là encore, la voiture calcinée va éclairer les enquêteurs. Les traces laissées par les flammes permettent aux experts de définir avec précision le point de départ de l'incendie. La roue avant gauche, avec des jantes alu, qui avaient complètement été carbonisées. Vous voyez, ce sont ces éléments qui nous ont permis également de déterminer que l'incendie s'était bien produit au niveau du siège conducteur. La voiture a pris feu juste sous les pieds de Natalia. Et il semblerait que l'incendiaire ait pensé à tout pour être certain que les flammes se propagent. Il y avait des glaces qui étaient fermées et il y avait la glace, je pense que c'est la glace arrière droite qui devait être, qui était ouverte, qui était à moitié, quoi. Ça permettait tout simplement un appel d'air, bien sûr. Un appel d'air indispensable au déclenchement de l'incendie. Sur les lieux du drame, les enquêteurs procèdent à une reconstitution et leurs essais viennent anéantir la thèse de l'accident. On a déversé 2,5 litres de carburant à l'intérieur du véhicule avec un bout de papier enflammé. On a essayé d'enflammer le véhicule par la vitre arrière droite qui était baissée. Impossible. Or, c'était la seule fenêtre qui était baissée. L'une des portes de la voiture a donc été ouverte par l'incendiaire. On a fait un deuxième essai en ouvrant cette fois-ci la porte avant gauche du véhicule. Donc il y avait automatiquement beaucoup plus d'air, d'oxygène à l'intérieur. Et là, il y a eu l'inflammation. Natalia se trouvait donc assise au volant lorsque le meurtrier a ouvert sa porte et a incendié son véhicule. C'est sur le mari que les doutes pèsent, car ses explications n'ont pas convaincu les enquêteurs. Gennady Popov est placé en garde à vue. Gennady Popov a-t-il tué sa femme?
C'est ce que pensent les gendarmes. Mais en garde à vue, l'homme n'avoue rien. Son avocat va en revanche proposer plusieurs scénarios aux policiers. D'abord, celui d'une mauvaise rencontre. Il est possible que quelqu'un qui remplit un bidon d'essence vienne voir Natalia en lui disant « Ma voiture est en panne, si vous êtes gentil, vous pourriez m'amener à mon véhicule qui est en panne » et l'emmène dans un endroit où il n'y a rien pour ensuite éventuellement, on peut tout imaginer, mais bien entendu l'agresse sexuellement et le bidon d'essence servent au final à mettre le feu au véhicule pour faire disparaître toute trace. Mais les gendarmes ont interrogé les automobilistes qui ont emprunté la même route que Natalia le soir du meurtre. Et aucun d'entre eux n'a croisé de conducteur en détresse. Son avocat évoque alors un autre scénario, celui d'un sans-abri. Le jour de l'incendie, Guennadi Popov raconte s'être arrêté avec son épouse dans la supérette du Rov. Lui aurait fait plusieurs achats pendant que Natalia, elle, serait restée à l'extérieur à regarder les vitrines. C'est là qu'elle aurait rencontré un homme qui faisait la manche. Sa femme aurait croisé, peut-être échangé quelques mots avec un SDF d'origine tchèque et qui donc est susceptible de parler russe et lui dit que voilà, ce monsieur était régulièrement dans le secteur et que peut-être il aurait pu agresser sa femme. On a retrouvé un SDF, hein, on l'a entendu. On a vérifié ses emplois du temps, on a travaillé sur cette idée-là, mais ce SDF, il a strictement rien à voir. Là encore, c'est une manipulation et une invention de Popov. Les gendarmes sont désormais persuadés que leur suspect tente de les induire en erreur, car tout est contre lui. Guennadi Popov a même de nombreuses griffures sur le visage et sur le corps. Il a des traces de type griffure au niveau du cou. Il a des traces qui sont autour du contour de l'œil, qui sont des traces qui sont un peu plus punctiformes, qui ne sont pas vraiment... c'est comme s'il avait été piqué plus tôt et qui ne sont plus vraiment des griffures. Et puis il a un léger bleu sur le flanc. Mais là encore, Guennadi Popov a une explication pour chacune de ses blessures. Pris de panique, en redescendant de l'endroit où il a vu la voiture de sa femme prendre feu, il a chuté et que c'est dans cette chute qu'il a pu aussi se blesser de manière superficielle. Quant aux griffures sur le cou, elles auraient été faites involontairement par sa femme dans la nuit qui a précédé sa mort. Il dit « Mon épouse avait envie de me secouer, de me réveiller, et elle a essayé de me tourner. Et en essayant de la tourner, elle l'a un peu griffée. » Mais les gendarmes recueillent une toute autre version de ce qu'il s'est passé entre les époux Popov la nuit du 3 au 4 octobre 2004. Une version apportée par la fille du couple, Anastasia, alors âgée de 12 ans. Lorsque nous l'interrogeons 9 ans plus tard, elle se souvient encore d'un conflit entre ses parents. Une dispute dans la nuit qui a précédé le meurtre. La nuit du 3 au 4 octobre, en fait, j'ai été réveillée dans la nuit, très tôt, par un bruit de quelque chose qui tombait sur le sol. Et quand je suis sortie pour voir ce que c'était, j'ai vu ma mère qui était en train de pleurer. Je suis partie me recoucher et lorsque ma mère elle a rejoint la chambre parentale, j'ai entendu une discussion que j'ai définie comme une dispute. Guennadi Popov aurait-il pu tuer sa femme à la suite d'une violente dispute? Lui aurait-il porté des coups mortels avant d'installer son corps dans la voiture et d'y mettre le feu? C'est le scénario retenu par les enquêteurs. Guennadi Popov est mis en examen et placé en détention provisoire. Mais quelques jours plus tard, les conclusions des légistes mettent à mal la thèse des gendarmes. Les premières expertises médico-légales montrent que, exactement comme le disait Guennadi Popov, sa femme était bien vivante au moment de l'incendie. Natalia Popova n'est donc pas morte au cours d'une dispute, mais bel et bien dans son véhicule en feu. Guennadi Popov est-il celui qui a allumé l'incendie mortel? Tous les indices matériels
ont disparu dans les flammes. Les enquêteurs vont alors fouiller dans l'emploi du temps du couple pour tenter de comprendre cette mort toujours aussi mystérieuse. Pour reconstituer le parcours des époux Popov, ce fameux 4 octobre 2004, les enquêteurs interrogent Gennady Popov. La première chose que j'ai dite, c'est qu'après avoir emmené ma fille à l'école, je suis rentré, je suis monté à mon bureau, et là, j'ai allumé mon ordinateur. Mais les enquêteurs ont analysé les ordinateurs du couple Popov. Et celui du père de famille n'a été allumé à aucun moment durant les 3 jours qui ont précédé le drame. Les enquêteurs vont dire qu'il a menti. Et s'il a menti, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Personne ne lui fera le crédit qu'il s'est peut-être simplement trompé en disant qu'il avait allumé son ordinateur. Gennady Popov raconte aussi que ce jour-là, son épouse serait allée chez le coiffeur. Les gendarmes ils m'ont demandé si je connaissais le coiffeur de ma mère. Alors effectivement, elle m'avait parlé d'un certain salon de coiffure que j'ai pu indiquer aux gendarmes par la suite. Nous questionnons ces employés, toujours avec la photo de cette personne. Est-ce que vous avez vu ça? On n'a jamais vu cette personne. Lundi 4 octobre, vous étiez ouvert? Non, comme tous les lundis, on est fermé. Peut-être qu'Anastasia s'est trompée et qu'il s'agit d'un autre salon. Les enquêteurs interrogent alors tous les coiffeurs du quartier, une 50aine au total, et la plupart sont fermés le lundi. Les gendarmes n'ont simplement pas trouvé le coiffeur chez qui s'était rendue ma femme. Ce sont les gendarmes qui n'ont pas trouvé. Après son rendez-vous chez le coiffeur, Gennady Popov aurait récupéré son épouse dans le centre de Marseille pour une balade en bord de mer. Puis, à 16h30, ils se seraient arrêtés tous les deux dans le supermarché du centre-ville du Rove. Ensuite, ils auraient effectué quelques achats dans une supérette. On parle notamment de canettes de soda et puis de jambon. Ils auraient fait un casse-croûte un peu frugal. Gennady Popov va même jusqu'à indiquer l'endroit exact où il a jeté la canette et le sachet de jambon. Mais encore une fois, les investigations des gendarmes ne collent pas avec sa version. Aucune trace ou empreinte ou ADN se rapportant à M. Popov Gennady ou à Popova Natalia ne sont relevés sur ces emballages. Et lorsque les gendarmes lui demandent pourquoi avoir choisi de dîner au Rove, là encore, Gennady Popov fournit une explication. J'ai expliqué que j'attendais un colis. L'homme qui devait m'apporter ce colis arrivait en avion depuis New York jusqu'à Marseille, en passant par Paris. Je ne connaissais pas son heure exacte d'arrivée, mais comme les derniers avions atterrissent vers 21h à Marseille, j'ai pensé que s'il arrivait dans l'après-midi, je ne serais pas loin de là, et je pourrais donc faire rapidement un saut à l'aéroport. Cet homme qui devait lui faire parvenir un colis, ce serait un certain Alex. Gennady Popov affirme ne pas connaître son nom de famille. Les gendarmes retrouvent cet homme grâce au répertoire téléphonique de Gennady Popov. Il s'agirait d'un avocat de nationalité russe et résidant en Californie. Problème, cet Alex dément avoir eu le moindre contact avec Gennady Popov depuis plusieurs années. Ce Alex nous confirme ce que nous suspections déjà, c'est qu'il n'a jamais été question qu'un colis envoyé par lui arrive à l'aéroport de Marignane le 4 octobre. Donc à nouveau, les explications de Popov pour justifier de sa présence aux environs de Marignane tombent à l'eau. Ce colis n'existe pas. Ce message n'existe pas. C'est une pure invention. Pour Gennady Popov, les enquêteurs se sont trompés de personne. Trompés d'Alex. Pratiquement le lendemain, j'ai dit à mon avocat, ce n'est pas le bon Alex. Mon avocat a écrit une lettre officielle disant que le Alex vivant à Los Angeles n'est pas celui qui a envoyé le colis. Celui qui m'a envoyé le colis, c'est un avocat qui s'appelle aussi Alex, mais qui réside à New York. Les enquêteurs n'ont pas fait attention à la lettre officielle écrite par mon avocat.
Mais ni les explications, ni les protestations, ni la lettre ne suffisent à convaincre les enquêteurs. Pour eux, Gennady Popov est le meurtrier. C'est dans ce contexte que Gennady Popov est finalement renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. C'est un homme confiant qui se présente devant les assises d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2011. Gennady Popov est persuadé qu'il va être acquitté. Les enquêteurs n'ont aucune preuve matérielle contre lui, uniquement une conviction. Mais pour le procureur aussi, c'est bien lui qui a tué sa femme et le scénario du meurtre ne fait aucun doute. En première instance, on a un avocat général qui va donc nous expliquer que Gennady Popov s'est disputé avec sa femme et il va malheureusement, malencontreusement tuer sa femme. Et là, il va décider, parce qu'il a un bidon d'essence dans le coffre de sa voiture, de mettre le feu au véhicule. Voilà. Il n'a donné ni mobile, ni lieu, ni date, ni arme utilisée. Mais il a dit « Nous pensons que M. Popov a tué sa femme ». Mais le procureur se montre très persuasif. À l'issue des 5 jours de procès, Gennady Popov est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Tout de suite après le premier verdict, il fait appel et le procès en appel va se tenir donc 1 an après. Et le procès en appel prend une toute autre tournure. Pour Gennady Popov, c'est le procès de la dernière chance. Et cette fois, tout a changé. À commencer par la mobilisation de témoins qui vont dresser un portrait flatteur du couple Popov et de leur amour. On a fait venir des gens des États-Unis, d'Israël, de Russie, qui sont venus dire qui était Gennady Popov, quelle était sa façon d'être, et qui ont permis de comprendre qu'on était totalement sur une fausse piste, sur le fait qu'éventuellement il y ait eu des tensions dans le couple de Gennady et de son épouse. Ce que les témoins décrivent à la barre, c'est tout le contraire d'un couple au bord de la rupture. Gennady Popov n'aurait donc eu aucune raison de vouloir tuer sa femme. Le procès commence à basculer en sa faveur. C'est le moment que choisit l'avocat de Gennady Popov pour abattre sa dernière carte. Il désigne un homme qui, selon lui, pourrait être le véritable coupable. Il aurait identifié, mais pour l'instant il reste relativement mystérieux, une personne qui fait partie, selon sa formule, de l'environnement du dossier, dont le téléphone portable apparaît à proximité des lieux du crime. Ce téléphone aurait été repéré le jour du crime dans les environs. Cet homme, c'est un employé de Gennady Popov. Il l'a embauché pour travailler dans son entreprise de bâtiment. Et à peine son patron incarcéré, l'homme aurait vendu tous les biens de la société et empoché 900 000 €. Il a pratiquement tout vendu. Mes voitures, mes engins et tous les matériaux qui se trouvaient dans mon entrepôt. Il a tout vendu. Plus étrange, d'après Gennady Popov, l'homme est un ancien du FSB, les services de sécurité russes. Il se serait enfui de Russie et vivrait en France, à Marseille, où il serait impliqué dans des activités douteuses. Cet homme trempe dans plusieurs affaires criminelles en France. Faux papiers, fausses cartes bancaires. Il n'est jamais inquiété. Tout cela figure dans le dossier. Vous n'avez qu'à regarder. C'est un criminel. Il fabrique des explosifs et en plus, il a volé tous mes biens. Pourquoi ce mystérieux personnage aurait-il voulu tuer la femme de Gennady Popov? Ses prétendues relations avec les services secrets russes et ses activités économiques opaques auraient-elles un lien avec le meurtre? Au tribunal de Nice, la Cour se demande pour quelle raison cet homme n'a jamais été interrogé. La présidente du tribunal a dit « Que se passe-t-il? Pourquoi n'avez-vous pas entendu cet homme ?» Elle a posé cette question à mon avocat, qui lui a dit de s'adresser aux enquêteurs. Elle a posé cette même question aux gendarmes qui ont répondu « Nous avons fait ce que l'on nous a dit de faire ».
Guennadi Popov a-t-il liquidé sa femme ou est-il la victime d'une erreur? Au bénéfice du doute, l'accusé est acquitté. Malgré sa libération, Guennadi Popov veut aujourd'hui prouver son innocence. Avec sa fille et son avocat, il multiplie les démarches judiciaires. On voudrait que le dossier soit réouvert pour comprendre ce qui s'est passé en effet, mais surtout pour qu'un crime qui a été commis soit puni. Je trouve ça impossible qu'on se dise qu'il y a eu un meurtre et qu'il n'y ait pas de responsable. L'histoire n'est pas finie en fait. Guennadi Popov est rentré en Russie. Grâce aux indemnités liées à son acquittement, il a pu investir dans l'achat d'une maison. Anastasia, sa fille, est restée en France. Elle attend toujours de savoir ce qu'il se cache derrière la mort de sa mère. Merci de votre fidélité à Devoir d'enquête. On se retrouve dès la semaine prochaine.